Bonsoir, merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition mensuelle des dossiers de Comaguère. Et ce soir, donc, en compagnie de Sidi, qui est dans la cabine technique. Bonsoir. Merci Sidi d'être avec nous, et en compagnie de mes complices habituels, Édouard et Eric, nous allons faire une émission qui sera une riposte. Alors, à quoi riposter? Alors, on a des occasions de riposter constantes, mais là, c'est une occasion particulière puisque une chaîne publique de télévision, je veux dire France 5, a pris sur elle de faire passer, donc, à la fin de l'année 2017, 2 documentaires concernant la période de la guerre et de l'occupation. Le premier s'appelait « Quand l'extrême droite résistait », le second s'appelait « Quand la gauche collaborait ». Alors rien qu'à entendre l'énoncé des 2 titres, vous êtes face à un embrouillamini total, à une confusion, à une inversion même des rapports. Comment l'extrême droite résiste, la gauche collabore? De quoi parle-t-on? Il s'agit d'une gigantesque mystification qui relève presque, j'allais dire, c'est Orwell en 1984, mais dans la guerre c'est la paix, la vérité c'est le mensonge, etc. On ne sait plus qui est qui. Et on est face à un paysage de girouettes, mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et pour que la riposte soit la plus solide possible, nous avons évidemment fait appel à la seule historienne en capacité de dire qui tirait les ficelles, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi tel personnage a eu ce parcours apparemment sur le papier si étrange. Il y a des raisons, et ces raisons, on peut les retrouver dans un vieux texte qui aura 150 ans cette année, mais qui n'a pas pris une ride, qui s'appelle le manifeste de Marx et d'Engels, parce que c'est la lutte des classes qui fait l'histoire. C'est pas l'histoire des girouettes, l'histoire. Bon, voilà, donc on va laisser la place à Annie Lacroix-Ry, qu'on va entendre, qui va donc décortiquer ces 2 tentatives de déconstruction de l'histoire ou de mystification sur la réalité des faits touchant la vie de notre pays entre 1939 et 1945. Et vous verrez que d'ailleurs il y a des antécédents. Tout ça vient de loin, tout ça a été préparé et tout ça a eu des suites. Voilà, on donne l'antenne à Annie Lacroix-Ry. Bonjour Annie Lacroix-Ry, merci de m'accueillir pour parler d'un événement télévisuel qui n'est pas un événement à lui tout seul, mais qui est quand même un signe de la période dans les conflits idéologiques que nous traversons. Et que nous traversons parce qu'ils sont organisés. Ce n'est pas seulement une traversée par hasard. C'est-à-dire que la chaîne publique qui s'appelle France 5 a fait paraître, il y a de ça quelques semaines, je crois que c'était dans le courant du mois de novembre, 2 films concernant la période de la guerre, des préparatifs de la guerre et des suites immédiates de la guerre, qui s'appellent l'un, donc, quand l'extrême droite résistait, et l'autre, quand la gauche collaborait. Alors, effectivement, voilà, tout est à l'envers. L'extrême droite qui devrait être du côté du Pétain n'y est pas, on va y revenir, et puis la gauche qui devrait être du côté de la résistance n'y est pas très clairement non plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre et qu'est-ce que c'est que ça cache? Est-ce que tu peux nous résumer ça? Et surtout nous dire qui sont les personnages, les 3 historiens qui occupent le devant de la scène pendant donc les 2 fois 55 minutes que durent ces 2 épisodes de reconstruction, je dirais plutôt comme Derrida, de déconstruction de l'histoire, si tu le permets. Mais je te laisse la parole. Alors, il faut savoir que ce documentaire intervient au bout de 9 ans ou plus, près de 10 ans, d'une très grande campagne qui a été organisée autour de l'ouvrage paru chez Albin Michel, si je ne m'abuse, d'Epstein, et qui a fait l'objet de compte rendu important, tellement important d'ailleurs que en faisant mon dernier ouvrage paru sur les élites françaises sous l'occupation, j'avais évoqué cet ouvrage parce que il a eu grand écho et que il s'agissait en fait d'expliquer que on s'était tout à fait trompé et que finalement le vichisme n'était pas la droite ou l'extrême droite, parce que là c'est même pas la droite, nous dit-on, c'est extrême droite. C'est d'ailleurs intéressant qu'il y ait eu une insistance de ce type sur l'extrême droite, alors que finalement on ne nous dit rien de la droite. Et donc le thème qui a été très développé depuis, c'est ce thème d'une droite ou d'une extrême droite qui finalement aurait été une extrême droite anti-allemande ou une droite anti-allemande,
Alors il faut savoir d'ailleurs que l'opération n'était pas tout à fait nouvelle parce qu'elle s'inscrit dans un courant qui remonte à une bonne vingtaine d'années et qui a été organisé avec des historiens qu'on pourrait appeler des historiens bien pensants, ou ce que mon collègue américain Robert Soucy, spécialiste du fascisme français, appelle les historiens du consensus, c'est-à-dire une grosse partie du secteur d'histoire contemporaine qui est constitué à la fois des gens de Sciences Po qui ont fait, il faut le savoir, parce que cette opération qui remonte en apparence à 10 ans, ou en apparence télévisuelle à très peu de temps, enfin qui est toute récente, en fait elle remonte à 20 ans et plus, c'est-à-dire au moment où par exemple quelqu'un comme Jean-Pierre Azéma, qui est considéré comme un historien décisif de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation, et je dirais qu'il est un historien de synthèse beaucoup plus qu'un historien de source, Azéma lance le thème de la vichisto-résistance. D'accord. Et explique que finalement les plus résistants ne sont pas ceux qu'on pense, mais que il y a un paradoxe. En fait, parmi les principaux résistants, il y a eu toute une partie de l'appareil d'État de Vichy qui n'a jamais été pro-allemand et qui très vite a récupéré son assiette anti-allemande. Donc à partir de ce thème de la vichisto-résistance qui a été développé, enfin dont Azéma a assuré le développement. Il y a eu quelques chercheurs qui ont travaillé là-dessus. J'en parle d'ailleurs dans cet ouvrage en montrant que ce thème de vichisto-résistance n'a aucune substance pour une raison très simple, qui est d'ailleurs la même qu'il faut invoquer quand on travaille sur le livre d'Epstein, c'est qu'il n'y a pas une source. C'est-à-dire que ça n'est jamais que des hypothèses. C'est pas seulement des. C'est-à-dire que c'est de la reconstitution a posteriori et il n'y a aucune source de 1940 à 1944 qui permet d'établir qu'il y a eu une vichisto-résistance. D'abord, il faut réfléchir sur ce que veut dire résistance. Oui. Parce que c'est quand même quelque chose qui depuis 20 ans a pratiquement disparu des radars. Finalement, on peut résister en France sans résister à l'occupant allemand. C'est quand même. Que veut dire résister? Est-ce que ça veut dire ce que j'ai montré dans le livre sur les élites françaises? Est-ce que résister, en l'occurrence, ça ne veut pas surtout dire à partir de l'été 1941, pour un certain nombre, quelquefois même un petit peu avant, on y reviendra, à partir de l'été 1941, on va dire du 1er juillet 1941, c'est-à-dire à partir de la perception très claire d'ailleurs d'emblée dans le haut appareil militaire français, que l'Allemagne ne gagnera pas la guerre, ou qu'elle la perdra. C'est-à-dire à partir du moment où, pour la première fois depuis 1939, l'Allemagne se heurte à une résistance dans la guerre qu'elle conduit. Moi, je l'ai montré, notamment dans le livre dont je parlais. Quelqu'un, par exemple, comme le général Hunziger, qui est quand même un collaborationniste de premier plan, et comme une série de ceux qui nous ont été montrés dans le documentaire, qui est issu de l'Action française, parce que l'Action française, elle est la matrice générale de tout le fascisme français. Je dirais que c'est sa définition de base. Eh bien, à partir de ce moment-là, un de ceux qui ont été... C'est un des premiers titulaires de Francisque, c'est un des principaux responsables du complot contre la République, avec Pétain, Végan, etc.
Hunsinger, qui a envoyé donc à la mi-juillet un papier, une lettre à Pétain et à d'autres dirigeants de Vichy établissant que la guerre est perdue, je dis bien en juillet 1941, que la guerre est perdue par l'Allemagne parce que d'une part la résistance soviétique est farouche et que si l'affaire dure plus de 2 ou 3 mois, c'en est fini de la possibilité pour l'Allemagne de gagner, d'autant que, et c'est le deuxième aspect, c'est celui sur lequel d'ailleurs les soi-disant vichisto-résistants insistent le plus, ils ont la perception que la guerre sera militairement gagnée par l'Union soviétique, mais ils ont surtout la perception que la guerre sera gagnée, comme le dit très bien d'ailleurs dans cette lettre datée du 16 juillet 1941 Hunsinger, que les États-Unis, bien entendu, vont s'engager dans la guerre, ils vont s'engager aux côtés de ce qui reste de l'entente, c'est-à-dire de l'Angleterre, et que, en tout cas officiellement, aux côtés de l'Angleterre, et que les États-Unis, et je cite là Hunsinger, qui ont déjà été le principal vainqueur de la Première Guerre mondiale, seront le vainqueur toute catégorie. Donc en fait, ce qu'on a appelé... Ils vont ramasser la mise. Voilà, ils vont ramasser la mise sans avoir les aléas de la victoire militaire, exactement d'ailleurs, exactement comme dans la Première Guerre mondiale, puisque au contraire de ce qu'on tente de nous faire croire, c'est encore d'ailleurs une des opérations multiples à propos des États-Unis, de leur rôle majeur dans notre civilisation, dans notre liberté, dans notre démocratie. Depuis 20 ans, on a essayé de nous faire croire, et manifestement d'ailleurs ça fonctionne, il faut dire qu'on y a mis le paquet, on a essayé de nous faire croire que ce sont les États-Unis qui ont libéré l'Europe occidentale, et je reviendrai d'ailleurs après sur la gauche ou sur la résistance, parce que c'est un aspect que de nier le rôle de la résistance française dans la libération de la France. Là, l'idée, c'est que les États-Unis sont le véritable libérateur de la France par leur puissance militaire, mais que, bien entendu, ça veut dire que l'Union soviétique ou l'armée rouge ne compte absolument pas pour nos régions. Ça s'est prolongé d'ailleurs par l'idée que la résistance française non plus, étant donné que cette résistance active, elle était à majorité écrasante communiste. Et alors, les documentaires ne disent pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, ça ne se dit pas ça. Et alors, ce qui est très intéressant depuis quelque temps, et on l'a remarqué d'ailleurs, moi j'ai regardé, il me semble avoir vu 1 ou 2 documentaires là-dessus, ou présumés documentaires historiques, l'opération escroquerie relative à la libération de l'Europe occidentale, elle a pour complément depuis peu de temps, et ça correspond, enfin c'est une des branches, si je puis dire, du tapage qu'on nous a fait depuis 2013-2014 sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Il se dit maintenant de plus en plus clairement et audiovisuel à l'appui que l'arrivée des troupes américaine a été décisive dans la Première Guerre mondiale. Donc, il était évidemment très logique que les dirigeants aient la perception que les États-Unis allaient l'emporter, parce qu'ils l'avaient emporté, mais ils ne l'avaient pas emporté dans la Première Guerre mondiale sur le plan militaire. Ce sont les Français d'abord, c'est d'abord la France qui a porté l'essentiel de la charge militaire, et la Russie. Il faut le dire, car certes, elle a quitté la Première Guerre mondiale en novembre, officiellement en novembre 1917, mais elle avait joué un rôle absolument décisif, puisque elle avait assumé la charge de la moitié des divisions allemandes, et les Anglais avaient eu un rôle militaire non négligeable, mais
pas évidemment très inférieur à celui de la France et de la Russie, mais tout de même un rôle notable. Et les États-Unis, en fait, quand ils arrivent en mars 1918, parce que leurs troupes n'arrivent pas avant mars-avril 1918, l'affaire est faite exactement comme l'affaire est faite, je dirais, quand arrive le débarquement. On ne va pas entrer dans le détail de ça, mais il faut bien voir que tout ça s'inscrit dans une perspective qui n'est pas une perspective d'exactitude historique et qui, surtout, vise, je dirais, plusieurs objectifs qui sont tous des objectifs politiques. Alors, d'abord, montrer que ce sur quoi on a vécu pendant longtemps à la Libération et après la Libération, ça ne repose sur rien. En particulier, le fait qu'il y aurait eu une résistance populaire, pour parler clair d'ailleurs, une résistance communiste, et puis que c'est cette résistance communiste, cette résistance active, cette résistance qui passait par un combat direct contre l'armée allemande, hein, ce qui était quand même la spécificité de la résistance communiste, puisque aucune force, y compris De Gaulle, qui a développé de fait l'attentisme, même si à un moment donné, bien sûr, Radio Londres ou Radio Alger exaltait la résistance communiste, la résistance active, mais en fait, l'idée c'est que finalement cette résistance active est une résistance inefficace et qui ne sert à rien. Celle-là, elle avait un label communiste, et alors il est tout à fait significatif qu'un des intervenants du documentaire, puisque ce sont les mêmes intervenants, tant sur la gauche que sur l'extrême droite, c'est-à-dire Vieviorka, soit un porteur particulièrement, je dirais particulièrement à succès depuis le début des années 2000, d'une thèse selon laquelle le rôle de la résistance est un rôle mineur et même militairement négligeable. Il a fait un bouquin sur la résistance française, il a fait sa thèse sur un mouvement de résistance, il a fait un ouvrage donc sur la résistance française, il doit dater de 2008 celui-là, il a fait un bouquin sur la résistance en Europe, qui ont tous la même conclusion, c'est-à-dire, en fait, la résistance intérieure dans tous les cas, qui était partout une résistance intérieure essentiellement communiste, a été à peine un bonus, et grosso modo, Eisenhower n'a pas voulu froisser les États ou les États nationaux, c'est-à-dire a dit qu'il avait été bien content de trouver l'aide de la résistance, mais finalement c'est un pur bonus. C'est ça la thèse. Donc ça, il faut bien comprendre que cette thèse liquidant la résistance, c'est un facteur extrêmement important de l'idée que on peut ne parler de la gauche, et d'ailleurs ne pas parler du Parti communiste, dont il ne faut quand même pas oublier qu'il est l'élément majeur, absolument décisif de cette résistance française, et que c'est ce qui lui donne d'ailleurs le poids dont il dispose au lendemain de la guerre, au lendemain de la libération. Il y a eu deux facteurs. Il y a eu évidemment les mouvements sociaux des années 1930, mais le renforcement de ce parti, qui a d'ailleurs été, je dirais, franchement cassé par la réaction et l'efficace réaction des classes dirigeantes entre 1938 et 1940, avant même Vichy, eh bien, cette poussée communiste, elle a été bien entendu considérablement développée par le rôle du Parti communiste dans la résistance. Donc c'est clair, on va avec le volet quand la gauche collaborait, tout en disant en reconnaissant par-ci par-là que c'est une gauche anticommuniste, on va finalement accréditer l'idée qu'il n'y a pas eu de résistance de gauche. Seulement, on peut commencer, si on veut, par cette gauche collabo. Alors, on nous a donné, évidemment,
On nous en a sorti toute une série, on peut peut-être s'appesantir sur 2-3 exemples, parce que ils sont martelés dans le documentaire, comme d'ailleurs évidemment dans la problématique d'Epstein et d'autres historiens. Je n'ai pas parlé de Dory, qui après d'ailleurs s'est longtemps désintéressé de l'affaire, mais qui avait fait un ouvrage en 1976 qui a été publié au Seuil, je crois, et qui s'appelait Les collaborateurs, sur 1940-1944, qui avait cette même caractéristique d'ailleurs, que le travail d'Epstein et le travail de Wiewiórka, ce sont toujours des ouvrages de seconde main, c'est-à-dire qui s'appuient sur l'imprimé, soit sur des textes officiels, sur des textes imprimés des courants choisis, soit sur les ouvrages qui ont été consacrés au sujet. Toujours. Il n'y a pratiquement aucune source originale. Horry s'était appuyé sur les écrits collaborationnistes de 40-44, voilà, sur la presse, et il en est de même de tous. Alors, quelques mots. On ne parle jamais d'argent dans ces je dirais même que c'est l'essentiel, parce qu'au fond, commençons par la gauche, parce que on est habitué évidemment à ne considérer, ou on était habitué à ne considérer le fascisme que comme issu de la droite ou de l'extrême droite. Et alors là, quand on parlera de la droite, on verra que là, le travail de Sappe est bien plus ancien que ça, parce que l'historiographie très droitière de Sciences Po a commencé le travail, d'ailleurs, même sur la gauche, elle a commencé le travail dès les années 1950, avec des gens comme René Raymond et Raoul Girardet, venu de l'Action française. Pour Girardet, je dirais, venu d'un catholicisme qui ne pouvait pas être sans lien avec l'Action française de Raymond, mais Raoul Girardet est à cet égard bien plus significatif, puisque si Raymond est passé pour une sorte de libéral, centriste, Girardet, lui, s'est affirmé à l'extrême droite, puisqu'il a soutenu l'OS. Mais à Sciences Po, c'est-à-dire chez ce que l'historien américain qui a fortement renouvelé l'histoire du fascisme français, et même dit que le fascisme français existait, c'est-à-dire Robert Soucy. Robert Soucy avait très bien compris que Sciences Po, non seulement tentait une réhabilitation de la droite et de l'extrême droite, mais que Sciences Po n'imputait le fascisme finalement qu'à la gauche, ou qu'à l'extrême gauche. C'est-à-dire que dans le documentaire, on nous parle de Déa, on nous parle de Doriot, on nous parle de Lucher, on nous parle, alors là c'est le plus grotesque d'ailleurs, de Marc Augier, et alors on nous martèle pendant tout le film. Hein. Mais on ne nous dit rien sur quelque chose qui a commencé bien avant, puisque Sciences Po, et je renvoie à cet égard d'ailleurs au débat entre d'une part Robert Soucy et Jean de Sciences Po a commencé à affirmer à partir des années 1950, il y a eu plusieurs ouvrages qui sont allés dans la même veine par des historiens très violemment anticommunistes, ou de gauche ou de droite. Sciences Po a commencé à dire que finalement le seul fascisme qui existait, c'est un fascisme issu de la gauche et même de l'extrême gauche, parce que là on ne nous parlait pas au départ de Déa et de Doriot. Il y a eu bien entendu tout un courant après qui a expliqué que c'était Déa et d'ailleurs surtout Doriot, mais il s'était inspiré d'un chercheur qui avait commencé en France et qui était Sternel, qui était allé aux États-Unis, qui s'était partagé aussi entre les États-Unis et Israël, c'est-à-dire qu'ils étaient partis de la thèse de Sternel, elle aussi constituée
essentiellement sur une base de textes officiels, c'est-à-dire je prends les textes d'un tel, je prends les textes de l'Action française, je prends les textes de Gustave Hervé, et l'idée c'était que, en fait, l'anarcho-syndicalisme avait basculé dans la célébration des régimes autoritaires et fascistes, et que le véritable fascisme était né à l'extrême gauche. Bon. Donc il faut bien comprendre que l'opération, c'est une vieille opération. Et donc, ce que disait, alors, c'est vrai que Soucy n'a pas beaucoup travaillé, en fait, sur la gauche ou la fausse extrême gauche devenue collabo. Il a surtout travaillé, lui, je dirais, sur le classique du fascisme, on y reviendra, c'est-à-dire sur la droite et sur l'extrême droite, en posant une question qui n'a jamais été posée dans le documentaire. La question suivante, qui t'a fait roi? Voilà. C'est-à-dire... Parce que là, ils arrivent sur l'écran. Voilà. Ah bon. Ils arrivent sur l'écran et personne ne sait d'où ils sortent. Et surtout, on nous dit à un moment du documentaire, si je ne m'abuse, que on retrouve ces gens d'extrême gauche après la guerre, passés au fascisme, qui intéressent les milieux d'affaires. Oui, mais c'est la première allusion au milieu d'affaires dont on ne nous a pas parlé jusque-là. Alors, ça m'amène évidemment à évoquer, quand il s'agit de ce qu'on appelle l'extrême gauche, à évoquer quelque chose que j'ai étudié dans 2 ouvrages sur les années 30, l'un qui s'appelle Le choix de la défaite et qui dresse un portrait du choix de la défaite de 1940 par les élites, et en particulier par les élites de l'argent française, c'est-à-dire, et puis un autre ouvrage qui s'appelle Dominique à Vichy et qui étudie ces questions, et notamment ces questions intérieures, de manière un petit peu plus approfondie et qui porte sur la dernière période, c'est-à-dire 1938 et 1940. Et ce que je montre là, c'est que du côté de la gauche, on n'a pas du tout une espèce de divine ou de sinistre surprise en 1940, voire même d'ailleurs en 1933 ou 34 avec les néos, mais que on a là quelque chose qui correspond à une tendance très profonde des fameux milieux d'affaires qu'on ne nous a pas présentés. C'est-à-dire que ces milieux d'affaires, et en particulier les plus concentrés d'entre eux, ont fait dans les années 1920, pour toute une série de raisons compréhensibles, ont fait le choix du fascisme. Ils ont considéré que pour sortir de la crise d'après-guerre, puisqu'il y a eu une crise très violente au sortir de la Première Guerre mondiale, pour affronter ou pour esquiver tout risque de révolution, non pas d'ailleurs qu'il y ait eu des risques très sérieux de révolution après 1918-1919, mais parce que de toute façon, évidemment, ces milieux avaient été absolument horrifiés, ulcérés par la révolution bolchevique, et ils n'avaient pas été ulcérés ou horrifiés pour des raisons idéologiques, comme on tend toujours à nous le dire. Ils avaient été horrifiés et ulcérés parce qu'ils avaient perdu très gros avec la révolution bolchevique, sachant que les milieux dirigeants français et les milieux les milieux financiers du sommet de la France avaient des intérêts considérables, financiers, industriels, bancaires en Russie, dans l'Empire russe, et que ce qui leur était arrivé était véritablement insupportable. Donc il faut bien comprendre d'ailleurs que si le tapage anti-soviétique idéologique a semblé l'emporter sur tout, en réalité, le fondement n'est pas là. Ces milieux ont choisi la forme fasciste, parce que, exactement comme ils l'ont choisi d'ailleurs pour l'Italie, parce qu'ils ont contribué à faire triompher Mussolini. Même les milieux français, l'Italie était un très gros débiteur, et par conséquent les créanciers internationaux avaient droit de regard
sur son évolution politique. Ils ont fait la même chose d'ailleurs en 1933, puisqu'ils ont contribué autant que le capital allemand au succès de la formule hitlérienne. Donc pourquoi voulait-il une solution fasciste? Ils voulaient une solution fasciste parce qu'elle leur semblait le plus adaptée à la gestion, je dirais, de populations qui finalement résistaient, avaient des moyens de défense, et il fallait, dans le cadre d'une très forte concentration du capital, il fallait obtenir une neutralisation des milieux populaires. Et puis le mauvais exemple de ces bolcheviks Bien sûr, nationalistes. Il y avait le très mauvais exemple, mais moi, je dirais que mes recherches m'ont amené à faire un distinguo entre le loup-garou soviétique qu'on présente du matin au soir, je dirais de 0 heure à 24 heures, comme la véritable motivation, et la réalité qui est certes anti-soviétique, qui montre certes une obsession, je dirais, pathologique à l'égard de l'Union soviétique, mais même de la part de ces milieux, quand ces milieux savent très bien qu'ils sont tranquilles pour 10 ans ou pour 20 ans, car les milieux dirigeants se sont sentis tranquilles pour un long moment à partir des échecs qui ont suivi la révolution bolchevique, c'est-à-dire de l'échec en Allemagne, de l'échec en Hongrie, de l'échec partout. Voilà. Voilà. Oui. Il n'y avait aucun risque de propagation et le cordon sanitaire n'était pas du tout exclusivement destiné, je dirais, à empêcher la contagion. Il était essentiellement destiné à liquider l'Union soviétique, parce que c'est clair que la liquidation de l'Union soviétique leur aurait ôté une nette épine du pied, et c'est ce qui explique d'ailleurs évidemment un aspect du soutien du fascisme et surtout et de l'hitlérisme, cette idée que finalement il n'y a que la poigne, et surtout la poigne allemande, qui les débarrasserait des bolcheviks. Or, ces milieux dirigeants, ce qu'on nous a appelé les milieux d'affaires, c'est quoi les milieux d'affaires? Bon, la campagne électorale de 1936 avait désigné ce qu'on appelle les 200 familles, c'est-à-dire les 200 plus gros, les 200 plus gros détenteurs de parts de la banque privée qui était la Banque de France et qui était en quelque sorte le symbole du grand capital bancaire. Mais en fait, c'était même pas 200. Évidemment, les miens sont dans les 200, mais grosso modo, il s'agissait d'un petit noyau de quelques dizaines, au départ d'ailleurs d'une douzaine, mais évidemment qui pouvaient très vite essaimer parce qu'ils étaient très proches d'autres grands financiers. Ce qu'on appelle la synarchie, et dont mes collègues répètent à l'envi qu'elle n'existe pas, la synarchie, ça représente, quand c'est fondé en 1922, 12 personnes, 12 grands banquiers, parmi lesquels les plus grandes banques françaises, je pense en particulier à la Banque d'Indochine, à la Banque Worms qu'on ne connaît plus parce qu'elle a fait l'objet de fusions successives, mais qui était la plus grosse banque d'affaires avec la Banque de Paris et des Pays-Bas, avec des représentants du comité des forges et avec le chef en personne du comité des houillères, d'ailleurs lui aussi issu de l'Action française comme tout le monde, et qui s'appelait Henri Peyrimov et qui a joué un rôle très important. Bon, disons qu'entre les années 1920 et les années 1940, le noyau décisionnel, ça fait 50 personnes. Mais ils siègent dans tous les conseils d'administration. Ils sont dans tous les conseils d'administration. Ils ont les liens internationaux les plus profonds, les plus importants. Il faut savoir d'ailleurs que on trouve dans ces milieux à la fois les représentants de ce qu'on pourrait appeler le courant atlantique et, quand c'est nécessaire, le courant pro-allemand, puisque selon la conjoncture, c'est le courant atlantique qui l'emporte dans ces milieux ou le courant allemand quand la crise des années 30 se déclare et que il devient décidément difficile de supporter la concurrence des États-Unis. Et donc il faut bien le savoir parce que ce sont ces milieux-là qui font la vie politique en France
Et on va voir, bien sûr, ce sont des milieux de droite et d'extrême droite. C'est-à-dire que tous les fondateurs de la synarchie, ils ont été pratiquement tous en lien sur le plan idéologique avec l'Action française. Mais ce qui est important, c'est ce qu'ils se proposent de faire. Et ce qu'ils se proposent de faire, c'est d'établir donc une solution à poigne, comme celle qu'ils aident à établir en Italie, comme celle qu'ils aideront à établir en Allemagne, et une solution à poigne qui passe bien entendu par la puissance de la droite et de l'extrême droite. Je mentionne pour mémoire que ces gens sont les principaux bailleurs de fonds de ce qu'on appelle la droite, c'est-à-dire de ce que nos historiens et nos hommes politiques aujourd'hui appellent la droite républicaine. Mais la droite républicaine dans les années 30, comme a dit un jour un colloque de 1991, comme a dit Paxton à René Raymond, en juin 1940, on ne voit plus trois droites, comme disait Raymond, on n'en voit plus qu'une. C'est-à-dire qu'en fait, face à la crise, il y a eu une radicalisation de telle sorte, on ne le sait pas ça d'ailleurs, mais que l'extrême droite et la droite ne se distinguent pas, et elles se sont très peu distinguées dans l'entre-deux-guerres, puisque je montre, moi, dans le choix de la défaite, à quel point les figures marquantes du fascisme de droite, du fascisme classique, sont des figures de la droite catholique qui toutes ont eu des postes éminents dans les partis de droite, en particulier dans la Fédération républicaine, dont le principal bailleur de fonds est François de Wendel, et dans l'Alliance démocratique de Reynaud, de Flandin, etc., qui a d'autres, ou les mêmes bailleurs de fonds, et ce sont les mêmes milieux qui assurent les moyens à la droite classique et qui rendent possible l'existence des ligues. Car ce n'est pas les ligues qui viennent les trouver, c'est eux qui font surgir comme des champignons ces ligues qui sont très, très liées au catholicisme intégriste, etc. C'est-à-dire que quand la synarchie se forme, je dirais que, sauf exception, car il y a des exceptions, et il y en a une qui est particulièrement intéressante, d'ailleurs parce qu'on nous en a parlé beaucoup dans le documentaire, c'est Spinasse. C'est-à-dire que ces gens, d'abord, développent leur projet politique destiné à faire venir des dictateurs aux affaires, dictateurs dont ils ne choisiront définitivement l'équipe qu'à la faveur 1934. Ils décident donc, ces fondateurs de ligue, évidemment, pendant un moment de laisser se développer les ligues, il faut le dire d'ailleurs, ils financent tous une ou plusieurs ligues. Ce sont les leurs. Hein. Je renvoie pour le détail à mon ouvrage. Et donc là, on est en apparence dans le domaine classique, c'est-à-dire les partis de droite classiques, les ligues, le haut appareil d'État que ces gens, j'allais dire infiltrent. Je vais donner juste un exemple. Quand on est inspecteur des finances, on sert l'État un mois, 2 mois, 1 an, extrêmement rarement au-delà. Il y a Boutillier, qui est un personnage majeur de la collaboration et qui est ministre des Finances de 1940. D'ailleurs, il est d'abord ministre des Finances de Reynaud, qui le met aux affaires, puisque Reynaud est le dernier marchepied avant Pétain. Mais il est ministre des Finances jusqu'en 1942. Lui, il reste au ministère des Finances. Mais c'est absolument exceptionnel. Ils deviennent tous banquiers. Tous ces inspecteurs des Finances, après un certain temps au ministère des Finances, notamment au Trésor ou au budget, s'en vont devenir les chefs des banques. Donc, c'est très difficile de dire que la synarchie conquiert l'appareil d'État. Le sommet de l'appareil d'État en France, c'est le ministère des Finances, et qu'il l'ait conquis, la question ne se pose pas. Il le conquiert quand même, c'est-à-dire que
ils ont besoin de gens très compétents qui vont recruter, je dirais d'abord au sommet, donc évidemment chez les inspecteurs des finances avec lesquels ils se confondent. Je renvoie à mes ouvrages pour qu'on voit quels sont les liens, et notamment d'ailleurs souvent les liens de famille, hein, parce que c'est leur fils, c'est leur cousin, c'est leur neveu, voilà. Ils recrutent dans les écoles, dans les grandes écoles. Il leur faut quelques personnes qui maîtrisent bien la langue française, alors il y a quelques normaliens. Le gros de la troupe, à part les inspecteurs des finances, qui sont quand même en nombre particulièrement limité, c'est l'X, c'est Polytechnique. Un peu de centralien, tout ça. Ça, je dirais que c'est le développement de la synarchie ou de ses tentacules, sachant qu'elle contrôle de fait déjà l'État, puisque le cœur de l'État, c'est le ministère des Finances. Et que c'est eux, le ministère ce sont ces gens, le ministère des Finances. Mais je dirais qu'elle met l'accent d'abord sur la droite, cette droite qu'on retrouvera dans la soi-disant extrême droite résistante. Mais elle a déjà des antennes à gauche. Et par exemple, je l'ai montré dans un article qui figure sur mon site, qui porte sur Léon Blum. On en avait discuté d'ailleurs. On avait discuté de Léon Blum et de ses liens avec le capital financier. J'avais montré que dès 1922 ou 23 est recrutée une fraction des éléments les plus droitiers de la SFIO, parmi lesquels Charles Spinasse. Car Charles Spinasse est ce que j'appellerais un sous-synarque depuis 1923, comme je l'ai montré. Ça veut dire que ces gens savent qu'il va leur falloir non pas seulement donner de l'argent aux partis de droite et à l'extrême droite des ligues, mais il faut envisager la conquête de la population qui, quand même, il faut bien le dire, ne vote pas tellement pour eux. Voilà. Parce que dans l'entre-deux-guerres, il y a eu des élections en 1900, je laisse tomber les élections de 1919 et de la Chambre Bleue Horizon, mais à part ça, à partir de 1924, la France vote à gauche, ou elle croit voter à gauche, c'est-à-dire qu'elle vote radical, elle croit qu'on va lui faire un projet un peu transformateur. Je rappelle quand même que quand Herriot dirige ce qu'on appelle le cartel des gauches, les élections de mai 1924, il promet un impôt sur le capital. Bon, alors la synarchie, elle recrute déjà là-dedans. Elle recrute pas mal dans le parti radical. Et puis elle sait qu'il faut une alternative aux communistes. Absolument. Et puis surtout, elle sait que on peut pas, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et qu'on conquiert pas la petite bourgeoisie avec des grands banquiers. Ça se fait pas. Donc ça commence les fractions radicales droitières, mais quand même franc-maçonnes. Officiellement laïques, etc., elles font l'objet de recrutement dès les années 20. J'en ai donné un certain nombre d'exemples. Et puis surtout, à partir de la crise, et c'est là qu'on est au cœur, mais alors vraiment au cœur de ces gens dont on ne nous parle qu'en 1940, en ne nous situant leur existence qu'en 33 ou 34. À partir du début des années 30, la grande bourgeoisie, elle n'est pas revenue d'un iota sur son projet de dictature de fer. Je dirais qu'elle est revenue d'autant moins qu'elle participe directement au succès hitlérien, à l'avènement des hitlériens. Je l'ai montré dans le choix de la défaite. Elle s'est prononcée en faveur, sur le plan bancaire international, de la solution hitlérienne depuis le début des années 30, au minimum. Parfois depuis les années 20, même en ce qui concerne le capital français. Mais elle comprend aussi, cette très grande bourgeoisie, qu'il lui faut une base de masse. Et il faut le savoir d'ailleurs, personne n'en parle parce qu'on nous affirme que la synarchie n'existe pas, mais ça a été l'obsession de la synarchie que de se faire un parti de masse. Et d'ailleurs,
ce parti de masse de l'occupation, c'est-à-dire le Rassemblement national populaire et le PPF, c'est quelque chose qui ne surgit pas du tout, soit en 1941, soit pour le PPF en 1936, mais on a attendu longtemps pour nous le dire. C'est quelque chose qui surgit en fait dès le début des années 30, et je vais dire comment et pourquoi. Donc, comme il faut séduire, et comme il faut avoir un parti de masse, ce parti de masse d'ailleurs que la Synarchie a continué à espérer obtenir même sous Pétain, précisément avec, j'ai dit, le RNP et le PPF, mais reprenons le RNP, ou plutôt DA, et le PPF, c'est-à-dire Doriot, bien plus tôt. En effet, depuis le début des années 30, avec des grandes antennes dans les années 20, les milieux financiers dirigeants en France et en Belgique se tournent vers ces éléments de gauche, ou apparemment de gauche, mais qui aiment bien quand même le capital. Je pense à Henri Demand, dont on ne nous a pas parlé, le Belge, qui est un des inspirateurs idéologiques, si on peut parler d'idéologie, des fameux néos, c'est-à-dire que c'est dès le début des années 30, en fait, que se prépare l'escission du Parti socialiste, dont on a exagéré l'importance, parce qu'on nous a expliqué que DA formait les néos en 1933 et qu'il entrait en conflit violent avec Blum. Je renvoie à mon ouvrage pour qu'on voit si le conflit était si violent, en particulier sur le fascisme, puisque DA était officiellement pro-nazi, mais Blum n'était pas anti-nazi. Et tant, d'ailleurs, on nous l'explique seulement par le pacifisme. Alors ça, c'est la grosse plaisanterie je dirais que c'est la très grosse plaisanterie du documentaire. Ces pauvres gens seraient aveuglés, affaiblis par leur pacifisme. Le pacifisme, ça a servi à toutes les sauces. Et ce qu'il faut étudier, c'est cas par cas comment les gens ont été recrutés, car la Synarchie a recruté. Elle a même tellement bien recruté qu'elle a recruté, je dirais, par agent. Il faut savoir, par exemple, que depuis le début des années 30, quelqu'un comme le directeur général de la Banque Worms, c'est-à-dire Jacques Barneau, est considéré comme le recruteur, le tuteur de celui dont on nous a parlé, mais on ne comprend pas bien pourquoi, mis à part qu'il est anticommuniste, on le voit dans le paysage. On nous a reconnu d'ailleurs que ça avait été un ministre du travail bidon, un ministre de la production industrielle bidon, et que finalement il avait juste tenu le stylo pour signer les décrets, René Belin, puisque René Belin fait partie de toute cette mouvance maçonnique, socialiste et violemment anticommuniste que la Synarchie, par agent spécifique, a recruté. J'ai expliqué ça vraiment dans les détails, dans le choix de la défaite. DA est dans le lot. Et il y a une sorte, je dirais, de division du travail entre ceux qui quittent le parti avec DA et toute l'extrême droite de la SFIO qui avait déjà démontré son extrême droite pendant la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Première Guerre mondiale, des gens comme Adrien Marquet, le maire de Bordeaux. Mais il faut bien voir que le mot d'ordre autorité-nation, ça leur est pas venu comme ça. Et qu'il a fallu de l'argent. Et que cet argent, ce sont les financiers qui l'ont offert. Il en va de même pour Doriot. Parce que le petit Doriot, qui a été en effet un militant communiste et de première grandeur, puisqu'il a été dirigeant des jeunesses, il est en effet un champion, il a été un champion de ce qu'on appelait la lutte anti, c'est-à-dire antimilitariste et anticolonialiste. Mais à la suite d'ailleurs d'une arrestation
pour avoir tué un flic à la fin des années 1920, il reçoit un fil à la patte, et un fil à la patte dont les linéaments ne remontent pas à 1936, mais à sa sortie de prison, de sorte qu'on sait au début des années 30 Donc il a un point faible. Non seulement qu'il a un point faible, mais qui fricote beaucoup avec Laval, qui est une des coqueluches de la droite classique, mais aussi des ligues. Donc Doriot, je raconte ça aussi dans mon ouvrage, Doriot est quelqu'un qui est recruté par la Synarchie, et il faut le savoir, c'est, qu'elle se soit appelée Synarchie ou autrement, c'était, je dirais, une tactique ancienne. La grande bourgeoisie adore recruter des transfuges. Et quel meilleur transfuge peut-on recruter que ceux qui ont incarné, je dirais, le courant le plus radical. Et le courant le plus radical qu'incarnait Doriot, je dirais que, même plus encore que Déa, c'est Doriot parce que la Synarchie, les milieux dirigeants, pensent que Doriot leur donnera le moyen de constituer ceux qui recherchent et qui ne le trouvent pas dans les ligues classiques, y compris celle du brave de la Roque dont on nous a parlé avec émotion hier. Parce que qu'est-ce que c'est que les meetings de la Roque? Qu'est-ce que c'est que la base de masse de la Roque? C'est la petite et la moyenne bourgeoisie de droite, d'extrême droite, qui roulent en voiture et même apprécient particulièrement l'aviation. C'est pas les prolétaires de Saint-Denis. Et donc Doriot donne la perspective de fonder un parti d'apparence ouvrière que la grande bourgeoisie aurait entièrement entre les mains. Et ce qu'on ne nous a pas raconté dans le film, c'est que c'est la Synarchie encore, c'est la banque Worms qui fonde le PPF en juin-juillet 1936, avec d'ailleurs les hitlériens qui sont déjà à Paris et qui jettent un œil très intéressé à l'affaire, car on est en pleine idylle avec l'Allemagne hitlérienne. Et donc, le PPF, il faut quand même que les auditeurs le sachent, je dirais que quand on a dit ça, on n'a plus besoin de rien dire. À peu près la moitié, plus de la moitié du bureau politique, parce que ça s'appelle bureau politique, du PPF, bien sûr, puisque c'est un parti ouvrier de Saint-Denis, est constitué par des employés de haut rang, ou d'ailleurs de moins haut rang financier, de la banque Worms, parmi lesquels Pierre Pucheux, qui n'est autre que vraiment un dépendant direct, non seulement du comité des forges, mais de la banque Worms, et qui est notamment, à l'époque où il est un des dirigeants du PPF, qui est notamment le chef du comptoir sidérurgique. Qui le sait? Ceux qui savent des choses sur les années 30 et 40, ils ont un petit peu entendu parler de Pucheux et ils savent que ça a été un ministre de l'Intérieur absolument acharné contre les communistes, mais ils ne savent pas qu'il a été dirigeant du PPF. Voilà, non seulement qu'il a été dirigeant du PPF, mais qu'il a été un homme de la banque Worms, c'est connu comme tel, et sur lequel nous n'avons pas un ou deux documents, mais des centaines, des milliers de documents dont j'ai vu un grand nombre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que de nous expliquer que ces gens sont de gauche quand une partie, je dirais, des objectifs de la droite et du patronat est précisément d'arracher une série de militants de gauche à leur camp initial en laissant entendre qu'ils sont éventuellement encore de gauche. Au moins pour tromper les lecteurs. Voilà. Alors, vous pensez bien que l'AU sur Doriot a eu le tort d'avoir raison trop tôt, et Horry qui dit la même chose, et patati et patata. Non, il faut rapporter tout ça, ce que mes collègues ne font jamais, aux sources, et je l'ai dit souvent d'ailleurs en discutant avec toi, et aux sources policières, parce que ce sont les sources policières qui
sont les spécialistes de cette étude des partis, des mouvements, des journaux, du financement des uns et des autres, etc. Et ils sont formels. C'est-à-dire que c'est pas une surprise ou une divine surprise en 1940. En 1940, quand, après l'organisation de la défaite, Vichy est aux affaires et le tout sous l'œil tutélaire de l'occupant allemand, dont il faut le dire d'ailleurs, la plupart des représentants en France sont, je l'ai montré dans un chapitre spécifique du choix de la défaite, sont en poste à Paris depuis parfois les années 20 et de manière systématique depuis 1933, voilà, hein, parce que ceux qui nous sont occupés nous connaissaient très très bien. Et ça c'est pas le fameux Abetz qu'on voit un peu. Dont le fameux Abetz, alors là c'est délicieux. Il était tout à fait, c'était un démocrate. Et puis alors on le voit passer de démocrate tout d'un coup à suppôt d'Hitler. Et ben voilà, il s'est passé en Allemagne la même chose qui s'est passé en France. Et alors, et notre brave Lucher, qui était un homme de gauche, tu parles que c'était un homme de gauche. Moi, je montre que dans les années 1930, ce vénal, car il n'a pas été vénal seulement entre 1940 et 1944, il a été vénal tout le temps et était bénéficiaire en particulier de très gros fonds secrets du ministère des Finances qui lui permettaient de trafiquer. Oui. Ah mais j'ai les sources, hein, je veux dire, je ne parle jamais sur la base du on-dit. Et donc, on pense bien comment, dans les années 30, Lucher passait pour un homme de gauche. Lucher avait été un homme d'ailleurs de la gauche fort raisonnable, il faut le dire. C'est quand même très différent, je dirais comme origine de gauche, de celle de Doriot, et même de celle de Belin, qui avait été gauchiste. D'ailleurs, il faut bien le dire, les auditeurs auraient grand intérêt à relire ou à lire L'étrange défaite de Marc Bloch, parce qu'ils s'apercevraient, après ils auraient la traduction en me lisant, parce que c'est moi qui ai fait la traduction, que Marc Bloch, quand il dénonce sur plusieurs pages les confédérés de la CGT qui sont autour de René Belin et qui parlent d'une alliance de classe contre nature avec des milieux financiers, sans jamais citer un nom, ni des milieux financiers, ni même de ces fameux militants confédérés anciennement gauchistes qui ont fait avaler à la population française Munich, soi-disant par pacifisme, et qui vont profiter, bien que les syndicats soient interdits, il faut le dire quand même, c'est quand même celui qui devait être l'héritier de Jouot à la tête de la CGT, c'est-à-dire René Belin, qui a signé non seulement la Charte du travail, mais le 10 novembre 1940, l'interdiction de la Confédération Générale du Travail. Il faut le faire quand même. Hein. Le second de la CGT, qui devait être le premier de la CGT, ma foi, c'est quand même original. Et voilà pourquoi la question de la gauche ne se pose plus. On est face à un phénomène qui est un phénomène, je dirais, qui est né avec le capitalisme. C'est-à-dire un phénomène qu'on connaissait un peu quand on savait 2-3 choses sur le XIXe siècle, qui commence par exemple avec ce qu'on appelle les syndicats jaunes. C'est-à-dire que le patronat recrute dans les classes populaires une partie de gens qui soit vont dire on passe à droite en donnant tous les justificatifs nécessaires, soit ne disent pas on passe à droite, quoique il est vrai que ce n'était pas encore tout à fait rodé et qu'à l'époque des syndicats jaunes, on savait bien que les jaunes étaient des traîtres, mais je dirais que le raffinement est venu avec les décennies et qu'on est passé non pas seulement à un recrutement d'hommes de main puisé dans le lumpenprolétariat, on est passé dans les milieux financiers au recrutement de gens de gauche, connus comme de gauche, et qui tout d'un coup, alors parfois pas tout d'un coup, parce que c'est pas le cas évidemment pour Déa et Doriot, mais parfois c'est tout d'un coup,
en 1940, apparaissent, voilà, se rallient à Pétain, on se demande pourquoi. Donc, est-ce qu'il y a une pertinence historique, et je dirais même une pertinence théorique, à considérer que quelqu'un qui s'est fait arracher de la défense des intérêts de sa classe en se faisant gaver par le patronat, peut encore être considéré comme de gauche? Je dis non. C'est-à-dire que ce sont des prises du grand patronat qui ont fait leur office avec beaucoup d'efficacité, mais pas autant, évidemment, d'efficacité qu'il était attendu, précisément parce qu'il y avait quand même quelques capacités de défense de l'autre côté. Alors je dirais juste un mot, parce que c'est assez grotesque, sur Marc Augier. Alors, Marc Augier, on lui donne une importance considérable qui n'a aucun sens. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est un jeune homme issu de la bourgeoisie, qui a une enfance, une jeunesse extrêmement bourgeoise, qui fait des sports très coûteux, etc. Puis bon, il est, je dirais, du genre Spinasse, c'est-à-dire qui sait faire recruter, ma foi, c'est ce que j'appelle moi tout ça les sous-synarques, qui s'est fait recruter par ses milieux dirigeants, et puis qui a quand même été embauché, en l'occurrence auprès d'un ministre du Front Populaire, mais c'est très fréquent. Moi j'ai retracé le parcours de Spinasse, qui est un des amis de Blum, et que Blum nomme ministre de l'économie en 1936-37, et qui est un des apporteurs les plus importants, je dirais, d'éléments de la synarchie qui n'étaient pas toujours encore dans l'appareil d'État. Je pense en particulier à celui qui a été responsable de tous les comités attrape-tout de la synarchie, c'est-à-dire Jean Coutreau. C'est lui qui recrute Jean Coutreau. Lui qui a été recruté par les chefs de Jean Coutreau, c'est lui qui recrute Jean Coutreau pour être son conseiller au ministère de l'économie de Blum. Et alors que les auditeurs sachent très bien que Blum n'a aucune illusion et est parfaitement au courant de tout cela, mais ses priorités anticommunistes l'emportent surtout. Alors, je passe sur la thèse de rupture qui est grotesque entre Paul Faure, qui est une canaille achetée. Parce que, réfléchissons-y, on nous a parlé de leurs journaux. Mais qui paie? Voilà. Les journaux, ça coûte très cher. Oui, et il y en a à profusion. À profusion. C'est bien simple. Ils sont payés par le grand capital avant-guerre. Ils sont payés par, j'allais dire les Allemands, mais c'est pas très honnête, parce que les Allemands tirent du pillage du contribuable français, et encore, d'ailleurs, par le patronat français pendant l'occupation. Alors, on peut mettre de côté, je le dis quand même, je le dis pour rappeler aux gens quelque chose que malheureusement on ne leur rappelle pas ces dernières années, dont on n'a pas fêté les anniversaires, les décennies successives, la thèse selon laquelle, l'Allemagne fait l'Anschluss, puis avale la Tchécoslovaquie, ça ne rencontre pas d'opposition, parce que, je cite, la France et l'Angleterre finissent par plier. J'étais moi-même plié de rire, puisque je renvoie à mes travaux sur les années 30 pour qu'on voit dans quelles conditions on peut assimiler la politique d'apaisement à une politique de terreur respectueuse devant le Reich. Enfin bref, tout ça n'a rien à voir avec du pacifisme, rien à voir, tout ça a tout à voir, évidemment, avec ce recrutement dont j'ai parlé, et naturellement, je ne sais pas si on aura le temps, ça mériterait, je dirais, une autre émission. Oui. Il y a tellement d'âneries dites sur le Parti communiste qui serait perdu pour la cause entre le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 et l'entrée de l'Allemagne en Union soviétique le 22 juin 1941, que tout ça... Oui, la tentative de faire reparaître l'humanité, etc., etc. Écoutez, sur l'affaire, je dirais, je conseille vivement de me lire
on verra un peu de source, ça nous changera. C'est bien simple, c'est une entreprise, je dirais, d'escroquerie intellectuelle. Voilà. Alors après, on peut s'interroger. Voilà, sur le moment, pourquoi ce genre de choses qui s'est déjà dite, écrite, sur ce brouillage de pistes qui, tu dis toi-même, vient depuis longtemps, reparaît dans une période d'extrême confusion, ni droite ni gauche, etc. Voilà, parce que je dirais que la considérable droitisation qui a affecté l'historiographie, que j'ai analysé en 2004 puis en 2012 et que je vais réanalyser un de ces jours parce que les progrès sont régulièrement dévorants et le rythme s'accélère. Le courant droitier qui a saisi l'historiographie française pour toute une série de raisons, dont certaines sont d'ailleurs matérielles, fait en sorte, et je dirais que ça a été révélé en 1999, enfin partiellement révélé, mais que ça ne cesse pas depuis. Cette droitisation, je dirais qu'elle se traduit par l'embringement ou la mobilisation, pour toute une série de raisons que seule l'ouverture des archives nous permettra d'éclairer complètement, c'est-à-dire que cette historiographie devient ce qui est quand même original pour l'histoire. C'était pas original pour le droit ou les sciences économiques avant-guerre, mais c'est quand même en partie original pour l'histoire, je dis en partie seulement. C'est-à-dire que l'histoire est en quelque sorte engagée par les dirigeants de l'économie en partie, je l'ai expliqué dans cet ouvrage que je ferais bien de mettre à jour, c'est-à-dire ce qui s'est appelé l'histoire contemporaine sous influence, puis l'histoire contemporaine toujours sous influence, je pourrais pas dire toujours, je pourrais dire encore sous influence, j'espère que un de ces jours on va passer à une autre étape, c'est-à-dire que pour des raisons qui tiennent à la situation de l'université, à la droitisation générale, au rôle grandissant des élites dans le contrôle des universitaires, en tout cas en ce qui concerne l'histoire. Grandissant, mais pas nouveau. Il faut quand même savoir que l'histoire, elle a servi, je dirais, elle a été servante de l'État, je dirais, depuis que l'histoire existe. Oui, y compris d'ailleurs à l'époque républicaine où Seniobos et la vie c'était là pour montrer que la politique étatique française était grande, qu'on avait raison de coloniser, qu'on civilisait les barbares, etc. Donc quand au lendemain de la Première Guerre mondiale, Pierre Renouvin, qui est un ancien combattant d'ailleurs mutilé et un historien de qualité, se fait recruter par l'État français pour publier toute une série de dossiers qui auront pour objectif de démontrer que la guerre a été déclenchée par la seule responsabilité de l'Allemagne, il le fera. Donc évidemment, il ne faut pas du tout je dirais enjoliver les choses et dire que avec le courant droitier et surtout avec l'utilisation directe par nos élites de l'histoire, on assiste à un phénomène entièrement nouveau. Ce qui est plus nouveau, je dirais, sur l'historiographie, c'est le poids des milieux économiques qu'on voyait bien par exemple avec quelqu'un comme Jacques Marseille qui je dirais qu'il était assez ouvert à cet égard et que si on en croit le Canard enchaîné, le groupement patronal essentiel devenu MEDEF, celui du petit-fils de François de Vindel, le baron Célière, qualifié de notre intellectuel de service, nous avons, pour toute une série de raisons, qui sont des raisons de carrière, qui sont des raisons de succès éditorial, qui sont des raisons de passage sur les ondes, qui entend-on vous n'entendez pas Annie Lacroix-Ris commenter les films dont elle aurait été le conseiller historique, parce qu'elle ne sera le conseiller historique
d'aucun de ces films, vous entendez des gens qui s'insèrent. Après, je le répète, ça sera la tâche de l'ouverture des archives que de nous faire comprendre exactement ce qui s'est fait ici ou là. Moi, j'ai fait une tentative d'ailleurs dans un texte qui paraîtra, qui est paru d'ailleurs qui est paru à l'association Jacques Motte belge sur la manière dont se sont organisées les falsifications historiques sur la Russie et l'Union soviétique depuis 1917. On saisit là des choses, on saisit des éléments qui font qu'un certain nombre d'intellectuels se mettent à hurler contre l'Union soviétique. On ne peut pas tout, évidemment, on n'a pas les archives qui permettent d'établir le détail, mais on a certains dossiers qui permettent de comprendre qu'on n'est pas là du tout dans une démarche essentiellement scientifique. On est là dans une démarche de prestige. Il faut le savoir, il faut le dire honnêtement, je ne dis pas ça seulement parce que j'en suis la victime, je le dis parce que, évidemment, en étant la victime, je peux analyser les choses avec plus de tranquillité. Mais aujourd'hui, ne pas partager la doxa, c'est se mettre en situation de disparition pure et simple je dirais du paysage historiographique, non seulement académique, mais offert à la population, parce qu'on le sait bien, en apparence, la population, on lui fait beaucoup d'histoire, on l'entretient dans la formation historique, on lui fait des documentaires, on lui fait des émissions. Il y a France Culture a une émission quotidienne, voilà, il y a une émission quotidienne historique sur France Inter, animé par Jean Lebrun, qui était autrefois à France Culture. Quelle est la condition sine qua non pour y mettre les pieds? C'est d'être compatible. Et pour être compatible, je dirais qu'il y a une condition essentielle, c'est de ne pas s'appesantir sur les sources directes. Voilà. Et ça conduit alors à ces personnages qui, on le voit dans les documentaires, là, on a l'impression qu'à ce moment-là, Pétain pourrait, on dirait qu'il est dans la tête, Viborca dans la tête du maréchal, et qu'il envisage, mais d'où ça sort? C'est un dîner mondain pour moi. En particulier, d'ailleurs, on nous a beaucoup parlé dans le documentaire du 10 juillet, mais on ne nous a pas raconté ce que sont les linéaments de la solution Laval-Pétain, dont je montre, moi, dans le choix de la défaite, qu'elle est définitivement adoptée à l'été 1934, c'est-à-dire dans le gouvernement Doumergue, qui succède au 6 février 1934. Le 6 février 1934, qui nous a été gentiment évoqué et présenté comme une espèce de réaction de dégoût de la petite et de la moyenne bourgeoisie à la pourriture parlementaire, et dont je montre, dans le choix de la défaite, que c'est en fait la première des grandes tentatives de la solution fasciste, dont il y aura une autre en septembre 1937 et dont il y a sur fond de défaites préparées, dont il y a victoire définitive en juin-juillet 1940. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la solution Laval-Pétain est définitivement adoptée au moment où Laval est le ministre des colonies de Doumergue. C'est après qu'il sera ministre des Affaires étrangères. Barthou, c'est ça. Voilà. Quand Barthou, à partir d'octobre, comme on le sait, est liquidé d'ailleurs avec son aide, comme je l'ai montré, avec son aide empressée ou avec ses faveurs, sa complicité. Ouais. Et quand Pétain est ministre de la guerre. Exact. Et c'est là que, sans préjudice de ce qui s'est produit avant, ces messieurs se rencontrent beaucoup. Il n'est pas sans intérêt de noter d'ailleurs
qu'une des grandes turiféraires de la thèse des vichisto-résistants qu'ils auraient quand même pu faire venir là, Madame Béatrice Vergès-Chaignon, qui nous a fait un bouquin sur les vichisto-résistants, aurait pu, là encore, être non pas mobilisés pour s'occuper de la gauche, mais nous expliquer comment voilà, de la Roque et compagnie étaient Loustono-Laco, étaient de grands résistants. C'est-à-dire qu'on n'a même pas utilisé les compétences de qui il fallait, et la même Béatrice Vergès-Chaignon, ce qui ne demande pas de sel, a fait une biographie de Pétain, qui a bénéficié, là encore, d'un écho médiatique tout à fait considérable. Elle a fait une biographie de Pétain dans laquelle elle répète qu'elle n'a pas le moyen de connaître les relations qui ont existé entre Laval et Pétain avant 1940. Alors, je ne puis pas dire que je lui recommande de me lire. Elle m'a lu, puisqu'elle m'a même barboté quelques pages sur Loustono-Laco qu'on retrouve dans son bouquin sur les vichisto-résistants et dont je lui ai demandé l'année dernière l'origine, qu'elle a été bien en peine de me fournir. Je lui ai d'ailleurs récemment demandé si elle avait enfin retrouvé les sources. Elle avait pu les trouver que chez moi, hein, parce que c'était, je dirais que c'était des sources policières tellement originales et tellement farfelues que personne, à part moi, ne va regarder, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais vous voyez, c'est dire encore là que on a fait encore, je dirais, de la misogynie, et que une fois de plus, vous voyez, je vais jouer les revendicatifs de parité. Je suis très étonnée qu'on n'ait pas recruté Madame Vergès-Chaignon pour venir nous expliquer que il était en effet impératif de dire que l'extrême droite avait été largement résistante et vichisto-résistante. Alors, il faut peut-être qu'on passe, ma foi, à l'extrême droite. Bon, ma foi, à l'extrême droite, c'est pas compliqué. On nous a raconté... Alors, on ne voit que des individus d'extrême droite. Voilà. Et d'ailleurs, on remarquera qu'il y en a assez peu. Oui, tout à fait. Il y en a assez peu. C'est dire quand même que sur nos dirigeants de droite et alors, c'est dommage qu'on doive arrêter sur l'ex-gauche, parce que je dois dire, Marcel Déat, dans un couvent de Turin, ne pas nous expliquer que ce couvent de Turin, d'autres usages. Mais surtout, il le rejoint en raison de l'étroite liaison qui existe entre d'une part le Vatican et d'autre part les Américains qui financent l'exfiltration, recyclage des criminels de guerre. C'est quand même fort de café, et je trouve vraiment que mes collègues se trouvent en situation de liberté de raconter n'importe quoi ou de pratiquer le mensonge par omission, qui pose vraiment un problème, je dirais, de déontologie. On me dira que ça les tracasse pas. On l'a jamais retrouvé, c'est-à-dire on l'a jamais cherché de fait. Ben non, on l'a jamais cherché. Voilà, je vais le raconter d'ailleurs dans mon prochain livre en cours de rédaction. Tout à fait. Hein, et alors, j'ai oublié de dire, il y en a un que j'ai pas cité parce qu'on a parlé de Déa, on n'a pas parlé de son petit second chéri, le petit Albertini. Ah oui, ça il faut... les milieux d'affaires. Alors, les milieux d'affaires. Georges Albertini, les milieux d'affaires. Le petit Georges Albertini est un soucinard, comme Déa d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, comme Déa, comme Doriot. C'est-à-dire qu'on les trouve dans les listes, évidemment, de gens qui n'étaient pas, je dirais, qui étaient de pur larbin, bien payés, mais de pur larbin. Ils n'avaient aucun pouvoir décisionnel, bien entendu, sauf de brailler, et après de ne pas seulement brailler, éventuellement de servir de suppôt, d'auxiliaire jusque dans la destruction
physique des ennemis jurés de tout cet ensemble, c'est-à-dire les rouges, les communistes, mais il est très intéressant de noter que sous Synarque comme Déa, comme Doriot, etc., Georges Albertini était déjà utilisé avant-guerre, connaissait le banquier Worms avant-guerre, Hippolyte Worms, le chef de la banque Worms, qu'il avait travaillé notamment depuis la fondation en 1937 par Jacques Barnaud en personne, des nouveaux cahiers où se retrouvait l'ancienne gauche passée au fascisme, socialiste, maçonne, où il n'y avait pas Doriot dans le lot. Il y avait la clique Belin. Et Albertini était déjà utilisé dans ce cadre, avec bien d'autres. Et on nous a expliqué parfois, il y a un ouvrage qui n'est pas cité dans le documentaire, mais qui nous explique qu'Albertini, quel extraordinaire hasard, a trouvé Hippolyte Worms dans la prison de Fresnes. Tu parles. Alors, Hippolyte Worms est resté quelques semaines, l'autre est resté jusqu'en 1948, mais c'est pas seulement qu'il a publié Est-Ouest, financé par les milieux d'affaires, il est embauché par la banque Worms à sa sortie de prison. Il y a un bureau et il est en effet chargé d'assurer la propagande violemment anti-soviétique et violemment anticommuniste dans laquelle il a excellé et dans laquelle il a montré tous ses talents, en particulier sous l'occupation. C'est-à-dire que là, on est dans le, comme d'ailleurs sous l'occupation, on est dans le cœur, je dirais, de ce qui fait d'anciens... Bon, alors encore un problème technique qui peut être sauvable parce qu'on a une deuxième exemplaire de cet enregistrement. Restez à l'écoute. Je profite de cette coupure impromptue pour vous dire que ceux qui voudront réécouter cette émission qui est extrêmement dense, vous envoyez un mail soit à Radio Galère, soit à Comaguer, COMAGUER, @orange.fr et on vous l'envoie, que vous puissiez la réécouter parce qu'il y a énormément de matière. C'est assez difficile de couper. Annie Lacroix a une telle maîtrise, une telle connaissance de son sujet et puis elle a tellement envie d'expliquer ce qu'on lui interdit de dire partout ailleurs. C'est ça qui est très important. Bon, ces livres continuent à être publiés, mais elle n'a pas le droit à la parole. On va essayer de repasser donc l'interview sur le deuxième support, qui est celui-ci. Mais j'insiste là-dessus, les preuves, on a le choix, nous, quand on organise ces émissions, de dire, est-ce qu'on va faire des coupures? Alors, vous savez que les radios officielles, on dit, ça va fatiguer l'auditeur, il lui faut de la musique de temps en temps. En fait, quand vous êtes dans ce récit-là, qui est un peu plus long qu'un documentaire de 55 minutes, vous avez de la peine à couper parce qu'il y a une pensée face à vous. Vous avez quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui vous fait partager son œuvre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et c'est très difficile de découper ça en petites tranches, c'est-à-dire de fabriquer un espèce de hamburger de la culture historique. Moi, j'ai personnellement beaucoup de peine à faire ce travail. Alors, je sais que du côté de l'auditeur, ça peut paraître difficile, et c'est pour ça que je vous invite, si vous en avez l'envie, à réécouter calmement un petit morceau puis un autre, parce que tout ça s'enchaîne dans un fil de reconstitution de la vérité historique, qui était exactement le but de l'émission, riposter. Voilà, donc on a les dernières minutes qui vont passer à l'antenne. Ça me semble d'autant plus intéressant qu'on l'imagine, voilà. Le pacifisme a là-dedans, évidemment, un rôle tout à fait très mineur, tout à fait secondaire. Alors, venons à l'extrême droite. Je serai dispensé du laïus sur l'indignation sincère de la droite devant la pourriture révélée par l'affaire Stavisky. Je renvoie à mon ouvrage, on verra que ça ne donne pas du tout du 6 février 1934 l'image bienveillante que donnait Serge Berstein dans son petit livre sur le 6 février 1934. En réalité, on est... Alors, évidemment, je considère comme acquis que c'est la grande obsession d'Epstein
que toute cette gauche achetée est devenue antisémite, parce que de toute façon, je dirais que ça faisait partie du jeu à l'époque où l'antisémitisme était aussi à la mode, qu'est aujourd'hui un philosémitisme absolument surprenant de la part de certains milieux. Mais voilà, on nous explique que finalement ces gens, et puis pas la droite, hein, c'est curieux, on ne nous a pas parlé de la droite, on ne nous a pas parlé des liens profonds entre la droite et l'extrême droite, on ne nous a pas parlé d'effectifs. Par contre, on nous a expliqué que voilà, tout ça, cette droite avait été profondément influencée par Maurras, dont on nous laisse croire qu'il est quand même resté fondamentalement anti-allemand. Alors, je me permets de renvoyer encore une fois à mes travaux. Ah bon, Maurras est dans les années 30 fondamentalement anti-allemand. Alors, Maurras et sa Ligue de l'Action française, bien entendu, ont été largement financés par le grand capital français. En particulier, d'ailleurs, je dirais, par tous les chefs de la synarchie, à commencer par Henri de Peyrimhoff, qui avait été Action française et bailleur de fonds de l'Action française depuis, ma foi, le début du siècle. Oui, depuis le début du XXe siècle. Depuis la naissance, pratiquement, de la Ligue d'Action française, qui, je le rappelle, était née à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Celle-là, on ne peut pas lui reprocher un quelconque manquement en matière d'antisémitisme originel. Mais, d'abord, outre le financement du grand patronat, qui reste considérable, sa Ligue est financée par l'Italie fasciste. Je renvoie sur source à mes travaux. Et à partir des années 1930, et surtout, je dirais, à partir définitivement en 1935, dans des conditions que j'ai racontées, non pas seulement dans le choix de la défaite, mais dans mon ouvrage sur le Vatican, c'est sur la base d'un ralliement aux hitlériens et avec aussi de l'argent hitlérien que l'Action française bascule de son anti-germanisme incontestable puisque ça lui a même valu l'excommunication en 1926 dans des conditions que je raconte dans mon ouvrage sur le Vatican. Puisqu'en fait, la Curie a excommunié l'Action française à une époque où elle continuait le tapage anti-allemand qui n'arrangeait pas du tout la Curie, qui avait besoin de la phase réconciliatrice pour pouvoir assurer la revanche allemande. Je renvoie, si choquant que puissent être mes propos, je renvoie à mon ouvrage documenté et avec des sources diplomatiques directes, mon ouvrage sur le Vatican. Donc, Maurras, anti-allemand, ma foi. Écoutez, je renvoie à mon ouvrage sur les élites françaises, je ne citerai que ça. Il a eu un permis de port d'armes, depuis très longtemps d'ailleurs, depuis les années 30, pour pouvoir s'en servir contre ses ennemis de gauche. Et je rappelle que le permis d'armes ne peut sous l'occupation être délivré que sur avis favorable de l'Allemagne, du Reich occupant. Voilà. Oui. Il est à Lyon. Donc, que le permis soit renouvelé éventuellement avant l'arrivée des Allemands, mais la question se pose quand les Allemands arrivent à Lyon. Il est renouvelé une nouvelle fois. Il est renouvelé en 1943. Et je renvoie pour le détail à ce que j'ai montré. On m'expliquera que toute la clique de l'Action française, et Maurras en particulier, qui appelait journellement à la liquidation des Juifs, des communistes, et qui même servait de rabatteur, puisqu'il est responsable, Maurras, d'un certain nombre d'assassinats, bien que l'instruction de son procès
littéralement saboter par des magistrats compréhensifs les cachets, mais je ne ferai pas de Maurras un anti-allemand, et je renvoie les lecteurs à la seule lecture de l'Action française. Ils peuvent aller, je ne sais pas moi, aux archives, en particulier d'ailleurs aux archives imprimées, ils verront de quoi ils retournent. Quant aux autres, alors voilà, la cagoule, c'est une minuscule. Alors, on nous a cité Duclos en 1940. Ben, c'est vrai, il y a eu quelques éléments. Je rappelle quand même que si De Gaulle n'était pas lui-même membre de la cagoule, absolument tout son entourage l'était. Il en était, c'est ça. Il n'y en a pas un, même les Dacier de la Vigerie étaient tous Action française, tous, y compris Emmanuel qui a évolué vers la gauche. Hein? Et De Gaulle lui-même était proche. De Gaulle non seulement était proche, je pense que là il y a eu un ménage extraordinaire de faits. On n'a pas de traces de son moi j'ai pas trouvé de traces archivistiques, mais ce que j'ai trouvé comme traces archivistiques, c'est que tout son entourage l'était. Et pas seulement Rémy. Son chef des services secrets, c'est-à-dire de Wavrin, le colonel Passy, tous l'étaient. Bon. Alors, évidemment, nous parler d'une cagoule qui se serait partagée à peu près également entre des résistants et les suppôts directs de l'Allemagne, parce que c'est quand même, il faut le savoir, il n'y a pas la cagoule puis la milice. Il y a la cagoule, le service d'ordre légionnaire, la Légion des combattants, le service d'ordre légionnaire et la milice. C'est-à-dire que toutes ces ligues, on les retrouve avec tous les liens possibles depuis l'avant-guerre. Et bien entendu, l'extrême droite pour l'autonomie à l'égard de l'Allemagne, c'est faux. C'est même entièrement faux, puisque si ça a pu être vrai jusqu'au début des années 30, ça ne l'est plus. Je donnerai même 2 exemples. On va finir là-dessus. Il y a 2 éléments d'extrême droite dont on peut dire qu'ils ont été sensibles au péril allemand et hitlérien jusqu'au bout, ce qui les a amenés d'ailleurs à s'exiler, tant ils ont été isolés de leur camp. C'est d'une part Kirillis et d'autre part Émile Buret, c'est-à-dire 2 hommes d'extrême droite, qui ont basculé. J'en verrai même un 3e, c'est-à-dire André Guéraud-Pertinax, qui lui aussi a dû s'exiler, mais nous expliquer que... Ce sont les seuls qui ne sont pas cités dans le documentaire. Ils ne sont pas cités, voilà. Et évidemment, on ne nous parle pas avec précision de cette extrême droite qu'on voudrait nous faire passer pour Vichy-Résistance. Encore faudrait-il nous expliquer de quoi il retourne avec cette Vichy-Résistance, et je dirais que nous aurions de ce point de vue matière à un nouvel entretien. Ce que nous ferons. Merci beaucoup, Annie.